Eva Soto, votre invité Raphaël Jérusalemi, analyste de défense sur I24 News. Raphaël Jérusalemi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J comme chaque lundi matin pour vos analyses, Raphaël. Alors, tout d'abord, ce qui s'est passé dans la nuit, Israël a frappé des dépôts d'armes en Syrie. Ces frappes sont les plus lourdes sur la région syrienne de Tartous depuis des années. Pourquoi cette puissance de feu ? Pour éliminer, supprimer un arsenal double, celui de missiles d'attaque sol-air de l'armée syrienne, qui pouvait donc aussi servir de défense antiaérienne et gêner les déplacements de nos avions dans le ciel syrien, et puis des rampes de lancement de missiles sol-sol qui pouvaient atteindre Israël. Donc un coup extrêmement important porté à la possibilité de viser de la Syrie vers Israël des missiles en quantité. Et c'est donc une des frappes les plus importantes à partir de laquelle on peut véritablement considérer que l'armée de l'air israélienne pourra maintenant se déplacer avec beaucoup plus de liberté dans le ciel syrien si besoin est. Justement, Raphaël Jérusalemi, pourquoi est-ce que l'armée israélienne devrait avoir besoin de cette liberté dans le ciel syrien maintenant que Bachar al-Assad est tombé ? Bien justement, peut-être encore plus qu'avant, dans la mesure où on ne sait pas dans quelles mains peuvent tomber ces armements et qui va en fait succéder à Bachar al-Assad avec des hostilités ou non à l'égard d'Israël. On ne peut pas prendre donc le risque de voir ces armes tomber en de mauvaises mains. Et de toute manière, on a une occasion évidemment incroyable de pouvoir détruire un arsenal qui a toujours été une sorte de menace pour nous, dans la mesure où, sous le régime d'Assad, il y avait déjà cette présence des Iraniens, des milices chiites, cette complicité de l'armée syrienne avec le Hezbollah, qui était néfaste. Mais qui peut être tout aussi néfaste dans un nouveau régime syrien dont on ignore la nature pour l'instant. Alors justement, Al-Jolani, le nouvel homme fort de Damas, a déclaré qu'il ne voulait pas rentrer en conflit avec Israël. Pourquoi est-ce qu'Israël ne lui fait pas confiance ? Il est absolument hors de question de lui faire confiance. Lui, c'est évident qu'il n'a pas intérêt pour l'instant, dans sa position actuelle, à se frotter aux Israéliens. D'un autre côté, nous avons par expérience en Égypte, avec le régime éphémère de M. Morsi, élu des Frères musulmans, et puis en Afghanistan avec les talibans, l'expérience donc de ces déclarations comme quoi ils sont tout d'un coup modérés, que tout va bien, qu'ils vont être OK avec le monde occidental, et dès qu'ils sont au pouvoir, ils appliquent la charia la plus cruelle qui soit. Et donc, on ne peut pas faire confiance à ce personnage qui est un émule d'Al-Qaïda tant qu'il n'aura pas véritablement fait preuve concrètement de ce qu'il dit. Raphaël Jérusalemi, on voit se mettre en œuvre depuis la chute du régime de Bachar al-Assad une diplomatie internationale qui revient en Syrie. Il y a une mission diplomatique française qui est attendue demain à Damas, et on sait que le chef des rebelles syriens a rencontré l'envoyé de l'ONU à Damas. Quel regard depuis Israël posez-vous là-dessus ? Alors de nouveau, un regard méfiant, car c'est une tentative effectivement de ces rebelles syriens de se faire bien voir de la communauté internationale pour en obtenir des investissements, des levées de sanctions qui pour l'instant n'ont pas lieu. Les sanctions demeurent sur la Syrie qui ont été imposées par la communauté internationale, et donc c'est une fois de plus de la part des rebelles de montrer patte blanche et comme je l'ai dit d'obtenir des soutiens. La communauté internationale risque de tomber dans le panneau, les Israéliens certainement pas. Raphaël Jérusalemi, le Premier ministre israélien, dans une allocution vidéo hier, a dit « Israël est en train de changer le Moyen-Orient ». D'après vous, est-ce que Binyamin Netanyahou a raison ? Oui, il a raison. L'équation stratégique a complètement été bouleversée.
ce que les chefs du Hamas rêvaient de faire, c'est-à-dire de semer le chaos au Proche-Orient, mais à leur avantage, et contre Israël, d'annuler les normalisations avec Israël, d'avoir tous les pays arabes de nouveau unis pour attaquer Israël, ce qu'ils avaient pensé pouvoir faire se retourne contre eux. C'est complètement le contraire. Je crois que dans ses pires cauchemars, Yahya Sinwar, le chef du Hamas qui a été éliminé par Israël, n'aurait pas pu imaginer que nous tenons aujourd'hui le haut du pavé. C'est aujourd'hui Israël qui décide de qui frapper ou ne pas frapper, qui épargner ou ne pas épargner, et qui contrôle, en fin de compte, sur le plan stratégique, la situation, avec une armée qui est malheureusement maintenant déjà fatiguée, épuisée. Ça fait des mois que nos soldats et nos officiers combattent, mais nous avons atteint un objectif auquel nous ne pensions même pas arriver au départ de cette guerre, c'est d'avoir complètement changé l'équation stratégique et d'avoir supprimé en fin de compte tout ce qui était la stratégie iranienne. Les Iraniens n'ont plus rien sur quoi s'appuyer dans une attaque d'Israël. Ils seraient tout seuls face à Israël et ça, ils ne peuvent pas se le permettre. Raphaël Jérusalemi, comment vous expliquez ce retournement qui a eu lieu après le 7 octobre? On se souvient tout de suite, après le 7 octobre, Binyamin Netanyahou parlait de victoire totale et tout le monde disait que c'était impossible. La victoire totale, c'est maintenant? Totale, je ne le sais pas encore. Il y a des points d'interrogation. Il y a une possibilité de chaos qui peut profiter, par exemple, en Syrie, aux Iraniens, qui pourraient, eux, mettre un candidat à eux. Il y a le danger turc qui s'approche de nous avec ce même chaos en Syrie. Il y a un effet domino qui peut être dangereux s'il y a des soulèvements, par exemple, en Jordanie, pour renverser le roi de Jordanie. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation et le travail est loin d'être terminé, même à Gaza. Donc, crier victoire à ce point-là, c'est peut-être exagéré, mais on ne peut évidemment que se féliciter après l'horrible erreur du 7 octobre. On ne peut que se féliciter de la façon extraordinaire dont Tsahal s'est repris, dont les services de sécurité israéliens ont repris du poil de la bête et ont fait un travail absolument fantastique. Je les félicite. Je n'en dirai pas du tout autant de la classe politique israélienne, à qui je reprocherai toujours de ne pas avoir su s'unir. Ce que je reproche aux politiciens israéliens de l'opposition et de la coalition, c'est de ne pas avoir fait un front uni en temps de guerre et d'avoir continué à se disputer entre eux. Ça, c'est dommage parce que ça aurait renforcé Israël. Et c'est cette division qui est d'ailleurs toujours là, qui a incité l'ennemi à nous attaquer. Ils y ont vu un signe de faiblesse. Heureusement, nous avons des officiers, des généraux qui sont absolument extraordinaires et une armée qui est probablement, sinon la meilleure, l'une des meilleures du monde et qui l'a prouvé ces derniers mois. Raphaël Jérusalemi, maintenant que l'Iran est de plus en plus isolé, la chute du Hezbollah, la chute du régime de Bachar al-Assad, qu'est-ce qu'Israël a à craindre de la Turquie? La Turquie, en fin de compte, a les mêmes ambitions que les ayatollahs de Téhéran, la même inimitié à l'égard d'Israël, mais surtout l'ambition de s'implanter de plus en plus, de s'étendre. C'est vraiment une expansion impériale. En fait, ce dont rêve Erdogan, c'est de refaire l'Empire ottoman. Et donc, c'est de la mégalomanie. C'est quelqu'un d'imprévisible, de dangereux. Il va falloir se méfier énormément de la Turquie. Nous avons affaibli l'Iran. Nous avons malheureusement, une fois cela fait, affaire de nouveau à une nouvelle menace qui se pointe à l'horizon, celle des Turcs, mais qui peut être, à mon avis, endiguée si on manœuvre bien sur le plan syrien. Car ce qui serait dangereux, c'est qu'effectivement, ce soit un candidat des Turcs qui soit mis en place à Damas, et c'est pas nécessairement ce qui va arriver. Nous avons nos propres candidats. Nous soutenons les Kurdes et les Druzes de Syrie. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il y aura malgré tout, justement, ça c'est le rôle de la communauté internationale, que l'on mènera des élections normales, démocratiques en Syrie, que le peuple syrien pourra choisir son destin. Je doute qu'ils choisissent un candidat qui soit soutenu par les Ottomans, par Erdogan.
Toute dernière question, Raphaël Jérusalemi. Binyamin Netanyahou a parlé au téléphone avec Donald Trump. Ils ont évoqué la Syrie, ils ont évoqué les otages. Et dans le même temps, on a appris que l'autorité palestinienne se battait contre le Hamas et le djihad islamique à Jenin. Est-ce que vous voyez dans tout cela un effet Donald Trump avant qu'il n'arrive au pouvoir? Oui, mais aussi un effet domino, comme je l'ai mentionné. Ce qui s'est passé en Syrie inquiète donc le roi de Jordanie, mais il inquiète aussi Abou Mazen à Ramallah. En fin de compte, le dirigeant de l'autonomie palestinienne. Est-ce que ça inquiète Israël aussi, si jamais Mahmoud Abbas tombe et que des groupes islamistes prennent le pouvoir? Oui, absolument. La guerre de succession à Abou Mazen est une opportunité de chaos dans les territoires, et ce chaos profiterait aux extrémistes et aux terroristes. Et donc, il est évident que nous allons soutenir cet effort du Fatah dans son combat contre le djihad islamique et le Hamas. Le Fatah n'est vraiment pas un ami d'Israël, c'est sûr, mais dans une certaine mesure, il y a avec une coopération parfois économique, parfois même sécuritaire, qui dure quand même depuis des années. Malgré le soutien d'Abou Mazen au terrorisme, hein, c'est un sale type, mais c'est comme Bachar al-Assad qui était aussi un sale type. Ce sont des sales types avec lesquels on avait un peu moins de problèmes que les autres sales types avec lesquels on a affaire. Donc malheureusement pour nous, nous devons laisser l'autorité palestinienne pour l'instant gérer ce problème. Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi. Raphaël Jérusalemi, analyste de défense pour I24 News. Bonne semaine à vous, à lundi. Et merci à vous, Eva.